Bienvenue, mesdames et messieurs, à ce nouveau numéro d'Écho du Palais. Comme vous le savez, Écho du Palais, c'est cette émission qui traite des questions de droits de l'homme, mais également des questions judiciaires ou juridiques. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons pensé parler du rôle d'un député national en République démocratique du Congo. Quelles sont ses missions? Est-ce que réellement le député national joue son rôle comme il se doit? Nous partons justement de cette motion de défiance qui a été adressée au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, décentralisation, affaires coutumières, Chabani, cette question qui est en train d'être débattue à l'Assemblée nationale. Eh bien, nous allons réfléchir autour de cette question, autour du rôle primordial que doit jouer le député national en République démocratique du Congo. Et pour ce faire, nous allons aborder cette question avec Madame Koudoura, Cynthia Koudoura, à qui je vais dire bonjour. Bonjour, Madame Chantal. Merci beaucoup, en tout cas, Merci pour l'invitation. C'est la première sur votre plateau. Oui, c'est une première sur Congo 26 Télévision. Vraiment, en tout cas, je suis honorée de répondre à votre invitation. Merci beaucoup. Madame Cynthia Koudoura est femme politique, mais aussi c'est une juriste de formation. Amis téléspectateurs, comme je l'ai dit dans l'annonce, nous allons parler du rôle de député national. Mais bien avant, l'actualité, c'est aussi cette question qui fait parler les salons, celle liée au changement ou à la révision de la Constitution. Est-ce opportun aujourd'hui que l'on parle du changement ou de la révision? Et quels en sont les effets? Nous allons juste essayer de brosser un tout petit peu cette question, la survoler, et avoir l'avis de Madame Cynthia, qui est juriste des formations. Elle va un peu nous dire qu'est-ce qu'elle pense de la révision ou du changement de la Constitution, parce que c'est quand même une question qui fait parler les salons, qui fait parler les politiques, qui fait parler les juristes, de l'opportunité, des avantages, des effets, pourquoi l'un ou l'autre mécanisme à ce jour. Alors, Madame Koudoura, vous suivez l'actualité, oui, tout comme nous. Comme tout Quelle est votre lecture par rapport à cette question de la révision ou du changement de la Constitution? Ok, en tout cas, merci beaucoup encore une fois, Madame Chantal, de donner l'occasion apporter ma petite contribution. C'est une thématique sur laquelle j'ai déjà eu l'occasion de parler sur d'autres plateaux, même pour faire des lives là-dessus. Déjà, il faut qu'on se mette d'accord, Madame Chantal, sur le thème, c'est-à-dire la sémantique. Est-ce que le débat est porté sur la révision ou est-ce qu'on parle du changement? Parce qu'il y a une différence entre les deux. Lorsqu'on parle de la révision, c'est-à-dire vous pouvez changer en substance quelques articles de la Constitution. Ça a été le cas en 2011 lorsque l'ancien président Kabila quand on est passé du 2 tours à 1 tour. Ça, c'était ce qu'on appelle la révision. La révision, moi je suis juriste de formation. Si je vous dis que là on ne peut pas réviser la Constitution, ce ne serait pas correct, ce serait intellectuellement parlant. Nous, on peut, parce que la Constitution elle-même prévoit sa propre révision. Quand on parle maintenant du changement, là, maintenant, c'est l'ordre constitutionnel qui est visé. L'ordre constitutionnel de la Constitution a son siège, a son siège dans les matières qui sont verrouillées par l'article 220, madame. Et donc, moi, quand j'ai eu à me prononcer sur cette question, j'ai dit on peut débattre parce qu'il y a des réformes qu'on peut initier. Là n'est pas la question. En revanche, moi, je ne suis pas pour le changement de la Constitution parce que déjà, dans son article 219, la Constitution elle-même interdit de réviser ou de changement en pleine crise, parce que moi je considère que la situation à l'Est, c'est-à-dire toute forme de crise, que ce soit en état de guerre, en état de siège, etc., la Constitution interdit de réviser ou de changer la Constitution quand nous traversons une crise. Donc déjà, je ne suis pas d'accord. Pour le changement, et il faut savoir que quand vous changez l'ordre constitutionnel, c'est une autre république, Madame Chantal. On passe dans une autre... Nous sommes dans la 3e République. Nous allons passer de la 3e à la 4e République. Ce qui n'est pas le cas d'une révision. Une révision, vous pouvez changer... Je vous donne, je ne sais pas moi, la façon dont les députés sont... les gouverneurs, par exemple, sont élus. On peut changer, on peut dire, on peut réfléchir, on peut dire prochainement, il faut peut-être qu'ils soient votés de manière directe, par exemple, au second degré. Vous voyez, là, on est dans la révision. Donc moi, je dis, le changement, je n'y suis pas favorable. Déjà, la Constitution l'interdit. Ensuite, l'opportunité, madame. Moi, c'est ça le problème. Et je l'ai toujours dit, on peut soutenir le chef de l'État. Moi, c'est mon cas.
Parce que aux dernières élections, c'était notre candidat, le président Félix. Donc, moi, je veux que son leadership rayonne. Mais ce n'est pas parce qu'on soutient le président de la République qu'on va chaque fois accepter tout et n'importe quoi, et même des initiatives qui vont le mettre en mal. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà comment moi j'avais dit, on peut soutenir le président de la République, mais ne pas soutenir forcément le changement, parce que moi je n'y suis pas favorable, parce que déjà pour moi il n'y a pas une urgence à mon avis, n'est-ce pas? Parce que pour moi il y a des urgences ailleurs, le pouvoir d'achat par exemple des Congolais, le problème nous avons le problème de la sécurité déjà dans la ville et à travers le pays, on a le problème de l'éducation, on a le problème de la santé, on a le problème de la défense, par exemple il faut par rapport à la situation à l'Est penser à comment restructurer notre armée, etc. Donc, pour moi, l'urgence est ailleurs. Vous voyez, donc voilà comment moi j'ai dit, je ne suis pas favorable au niveau du changement. Et surtout que de la communication, parce qu'il y a un problème de communication aussi pour les partisans de ce changement-là. C'est-à-dire que quand vous voulez initier, il faut expliquer pourquoi vous voulez justement parce que ça. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se cache derrière. Il faut que les gens comprennent. Soutient Mordicus au changement. Absolument. Parce que la plupart, on met un peu plus de tonus sur le changement que sur la révision. Il faut parce que là, on change l'ordre constitutionnel. Il faut expliquer. Et qu'est-ce qui vous rassure que lorsqu'on change la Constitution, c'est le chef de l'État qui va rester en fonction? Déjà. Et puis, qu'est-ce que vous voulez résoudre? D'abord, quels sont les articles qui posent problème? Ça commence par là, quand vous voulez initier un changement. Moi, j'estime qu'il faut changer la Constitution parce qu'il y a tel article qui pose problème. Ensuite, il faut prouver, montrer le lien de cause à effet, comme je dis, c'est-à-dire la corrélation, le lien entre ce changement-là et l'amélioration de vie de la population, parce qu'il faut toujours remettre la population congolaise au centre de l'intérêt. Parce que sinon, ça donne l'impression que ce sont des questions politiciennes. Et qu'est-ce que le peuple a à voir là-dedans? Non, il faut expliquer, il faut amener une communication que les gens comprennent qu'est-ce qu'on vise, qu'est-ce qu'on veut résoudre, et est-ce que c'est opportun avec les urgences qui sont les nôtres en ce moment. Nous avons l'urgence sécuritaire, comme je l'ai dit, le pouvoir d'achat, n'est-ce pas? Il faut, on a le problème de l'éducation, de la santé. On a vu ici, par exemple, le problème ici, le scandale avec le médecin à Nzélé là-bas. Donc, il y a, à travers cette affaire, ce qui est ressorti aussi, c'est qu'il y a un manque d'équipement, n'est-ce pas, dans nos hôpitaux. Voilà des véritables questions. La paye, par exemple, même des fonctionnaires. Oui. Pourquoi est-ce que les fonctionnaires ne savent plus vous dire aujourd'hui quand est-ce qu'ils sont payés? C'est un problème. Donc, on a des urgences ailleurs, à mon sens. Voilà comment moi, je n'y suis pas favorable. Mais la révision, on peut débattre. On peut la débattre. On peut débattre. On peut aussi la concrétiser en cette période où on sait qu'à l'Est, il y a quand même certaines zones qui sont occupées par... c'est pour toutes ces raisons, moi je dis, pour moi ce n'est pas opportun parce que véritablement pour moi les urgences sont ailleurs. Donc si vous voulez initier, c'est là que je dis, on peut débattre. Maintenant c'est l'opportunité. Est-ce qu'il y a une urgence maintenant? Et s'il y a une urgence, il faut que les partisans de cette révision, de ce changement, nous expliquent qu'il faut absolument qu'on change ça, pour résoudre tel problème de manière urgente, où cet article bloque le bon fonctionnement des institutions, par exemple. C'est ça qui doit être prouvé. Et moi, à ce stade, comment je suis un peu les réseaux, la télé ou tout ça, je n'ai pas encore vu un communicateur dans ce sens qui me convainc dans ce sens-là. Je n'y vois pas. Moi, je ne suis pas favorable au changement. Parce que, madame, là, quand vous changez, c'est l'ordre constitutionnel qui est bouleversé, qui est renversé. Et cet ordre constitutionnel-là, madame, les matières, leur siège, si vous voulez, dans les matières, plutôt, je veux dire, l'ordre constitutionnel trouve, n'est-ce pas, son siège dans les matières qui sont verrouillées par l'article 220. C'est-à-dire que si vous touchez là-bas, vous renversez... On touche le 220. Absolument. C'est parce que l'ordre constitutionnel siège là-bas. Parce que vous êtes politique. Oui. Est-ce qu'il y a une raison politique derrière? Mais c'est à eux de nous le dire. Moi, je ne suis pas favorable. Donc, je ne sais pas vous répondre. Pourquoi? C'est vrai, je dis, il faut expliquer. Il faut communiquer. Mais oui, vous savez faire quand même la lecture des choses. Oui. En tant que politique. En tant que politique, oui, effectivement, parce que quand vous regardez parce qu'il y a une jurisprudence congolaise et puis africaine aussi, surtout. C'est souvent en fin mandat, généralement. C'est ça qui pose problème. C'est qu'on va venir vous expliquer que la Constitution pose problème alors que pendant tout le mandat, par exemple, on a dirigé avec cette Constitution-là. Et c'est comme ça que je profite, madame, pour dire que généralement, les chantres, moi je les appelle même plus des politiciens ou les conseillers ou les collaborateurs du président de la République ne l'aident pas, madame Chantal. Aimer le président de la République, aimer son leadership,
c'est pouvoir analyser de manière technique et ne pas pousser le président de la République dans des positions qui vont le mettre en difficulté. Cette histoire de changement de la Constitution, si vous vous souvenez bien, dans le régime précédent, ça a emporté l'ancien président de la République. Il faut pouvoir lire, parfois c'est le signe du temps, il faut pouvoir voir, quand on conseille par exemple au président de la République, est-ce que ça va l'aider ou ça va le mettre en mal? Et moi, je considère que les chantres, ceux qui sont à côté, ne l'aident pas. Aimer le président de la République, madame, c'est être critique par exemple, ce que je suis en train de faire ici. Quelqu'un qui va me suivre va penser que je suis l'opposition. Je ne suis pas l'opposition, mais vaut mieux un fouet d'un ami, madame, qu'un bisou d'un ennemi. Parce qu'en étant critique, c'est là qu'on aide le chef de l'État. En étant critique par rapport à la bonne marge des constitutions, c'est là qu'on aide à ce que le rayonnement, justement, ou que le leadership du président de la République rayonne véritablement. Mais quand vous venez dire des choses incroyables à la télévision, en faisant croire que vous aimez le président de la République, il y a même quelqu'un qui a proposé de donner un organe au président de la République, Madame Chantal. Quelqu'un qui a même promis de lui donner la durée de ce jour. Oui, il y en a un, j'ai entendu le rein. Donc on commence à donner au président de la République des organes pour lui prouver sa loyauté, je ne sais pas. Alors moi aussi, je peux proposer de donner mon cœur au président de la République. Sans blague. Vous voyez que, quand je dis comme ça, ce n'est pas audible, ce n'est pas sérieux. Donc, on doit à un moment donné être sérieux. Quand on est un politique sérieux, madame, il faut arriver à ce que le leadership, pour que le leadership du président de la République véritablement rayonne, c'est à travers le travail des institutions. Quand le gouvernement a un bilan, quand l'Assemblée nationale fait son travail, n'est-ce pas? Les cours et tribunaux également font le travail. C'est là qu'on aide le pays et c'est là qu'on aide le président. Mais ce n'est pas à venir tous les jours à raconter des histoires, à jouer au chantre. Ce sont des chantres. Ils viennent juste dire au président ce que le président peut-être veut flatter. En fait, ce sont des flatteurs, tout simplement. Mais est-ce qu'ils aiment vraiment la République? Est-ce qu'ils réellement aiment le président? Non, pas du tout. Il faut être critique. Mais puisque ce qu'on est en train de décrier aujourd'hui, Madame Koudoura, ce qu'on décrit aujourd'hui, on se dit, il y a des choses à réviser, mais dont l'opportunité ne se pose pas. Pour le moment. Mais on peut initier des réformes plus tard, dans un climat sécuritaire plus apaisé, dans un climat économique plus apaisé. Imaginons que nous y allons comme ça en 2028. Le président, on change de président, on a un autre chef de l'État qui sera aussi, parce qu'on prend quand même un seul aspect lorsque le chef est lié par rapport à la constitution de son gouvernement, par exemple. Vous ne pensez pas que si on résout ce problème aujourd'hui, ça pourrait être facile pour un autre président qui viendrait peut-être en 2028. Mais facile par rapport à quoi? Quel est le blocage? C'est ça, mon Mais justement, lorsqu'il faut que le chef ait une majorité et qu'il n'en a pas à l'Assemblée nationale, nous l'avons vu. Oui, mais là, c'est pas le cas, il a une majorité aux récentes élections. Absolument, combien le chef de l'État a peiné pour pouvoir se constituer un gouvernement. Déjà, pour sortir un chef du gouvernement, c'était un problème. Il faut dégager la majorité, ça. Et ça nous a pris plus de 5 mois, Madame Koudoura. Il n'y a pas, dans le monde entier, Madame, il n'y a pas une constitution parfaite. Ce sont des textes qu'on peut toujours revoir selon certains contextes, selon l'environnement, il n'y a pas une constitution qui est parfaite. Le problème ici, est-ce que c'est la constitution qui pose problème, c'est-à-dire autrement dit les textes, ou est-ce que c'est nous, les animateurs, les Congolais, les politiques congolais qui sont véritablement le problème? Moi, je dis, c'est le problème des hommes. Parce que même si vous changez, comme vous le dites ici, on va dans une 4e République, ce qui sera dit, le nouveau consensus qu'on va sceller, vous êtes sûr qu'on va respecter ça? Quelle est la garantie qu'on va respecter ça? Nous, on a déjà un problème du respect de nos propres textes ici. Et c'est comme ça que je dis que ce n'est pas aider le président de la République. Pourquoi? Parce que le président de la République, c'est le garant du respect de la Constitution, justement. C'est le garant de la bonne marche des institutions. Donc, lorsqu'on veut l'aider, on doit l'aider à ce qu'il reste dans le respect, qu'il soit le garant, c'est-à-dire il est la garantie de la bonne, lui à lui tout seul, c'est la garantie de la bonne marche des institutions et du respect de la Constitution. Quand vous le poussez, ça peut ne pas être lui qui l'initie forcément, mais pour le faire plaisir, on dit, il faut qu'il fasse 100 ans. Dans la jurisprudence congolaise ou africaine, quel est le président de la République, le président de la République dans une démocratie qui a fait 100 ans? Ça n'existe pas. Mais comment est-ce qu'un Congolais peut venir dire des choses pareilles à la télévision? Je vous dis, citez-moi un cas où un président a fait 100 ans au pouvoir. Ça n'existe pas. Le problème, madame, même si il devrait y avoir une prolongation du mandat, c'est au peuple de le dire. Ce n'est pas les textes qui doivent changer. Parce que souvent, la légitimité est au-dessus de la légalité. Je vous donne un exemple bête. Par exemple, un président de la République peut
il est en plein exercice du mandat, madame. Et il y a un soulèvement populaire, par exemple. On a vu le cas du Népal ici, où vous avez vu les images du Népal. La population dit, on ne veut plus de ce président de la République. Pourtant, il est encore en plein exercice de son mandat. C'est-à-dire que le peuple, comme dans une démocratie, le pouvoir appartient au peuple. Le peuple a le droit de faire un coup d'État. Parce que quand on fait un soulèvement populaire et qu'on renverse le régime en réalité, parce que le président, là, il est dans l'exercice de ses fonctions, il a encore son mandat, mais le peuple renverse, fait un coup d'État constitutionnel ou un coup d'état civil, il renverse l'ordre constitutionnel, ça, la population a le droit et il le tire dans l'article 64. Vous voyez, madame, le peuple a le droit de faire. C'est pour ça que je dis, souvent, la légitimité est au-dessus de la légalité. Quand un dirigeant perd sa légitimité, on ne verra même plus qu'il a encore le droit. On va justement demander son départ. Donc, à la limite, si même on devait considérer que le président reste là, au-delà de ce que le mandat lui donne, par exemple, c'était au peuple de le dire. Et le peuple ne peut dire ça qu'à travers une bonne gestion, madame. Vous ne pouvez pas venir parler de tout ça, alors qu'on a des problèmes sérieux. Les fonctionnaires ici ne sont pas payés déjà, pour commencer. La gouvernance, moi j'attaque souvent la gouvernance, souvent que j'estime qu'il n'est pas encore au niveau où moi je voudrais que ça soit. C'est-à-dire qu'on ne ressent pas encore. Il y a un manque d'autorité dans beaucoup de domaines. Et donc, quand il y a déjà tout ce contexte économique qui est extrêmement difficile, le contexte social qui est extrêmement difficile, vous ne pouvez pas venir comme ça faire passer la pilule aux gens en disant, oui, que vous le vouliez ou pas, on va changer. Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Il faut expliquer. Et puis, à la limite, le bilan doit parler à la place même du président de la République. Vous comprenez? C'est le bilan. Le président et son gouvernement, ils sont tenus par une obligation de résultat, pas de moyens. Pas de moyens. C'est le résultat. Voilà. Et donc, quand vous l'aidez, vous devez attaquer les institutions pour que le leadership rayonne. Quand l'Assemblée nationale fait son travail, quand le gouvernement fait son travail, quand le pouvoir judiciaire fait son travail, c'est le leadership du président, en fait. Parce que nous, les Africains, malheureusement ou heureusement, celui qu'on va voir, c'est le leadership, c'est le chef. C'est le chef qu'on va voir. Et c'est lui qui répondra, c'est lui qui est redevable. Vous voyez. Et tous ces gens vont disparaître, madame. Et quand ça va mal tourner, ils vont disparaître. Voilà comment moi je dis aussi au président de la République, il faut qu'il soit regardant dans le casting qui est sien lorsqu'il place les gens dans leurs responsabilités. Souvent, nos hommes politiques ici ne voient que les privilèges du pouvoir, les privilèges de la fonction, mais jamais les devoirs. Et là, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous parlez de la responsabilité du rayonnement des institutions. Vous avez parlé de l'Assemblée nationale. Oui. Je crois que nous avons survolé la première question liée à la révision ou au changement. On a compris votre position. Le rayonnement des institutions telles que celle de l'Assemblée nationale, à votre avis, aujourd'hui, vous dites quoi par rapport au fonctionnement de l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale, à l'heure d'aujourd'hui ou aujourd'hui, c'est la honte. Pour moi, c'est la honte. C'est la honte, madame. L'Assemblée nationale, je vais prendre l'institution Parlement. Et précisément, la Chambre basse ici, l'Assemblée nationale, c'est le siège même de la démocratie, madame. Pourquoi? Parce que les députés nationaux sont directement, eux ont leur mandat directement par du peuple. C'est pour ça qu'on dit l'Assemblée nationale. C'est-à-dire les 500 députés représentent tous les Congolais dans leur universalité et toute tendance confondue. C'est nos députés. Regardez, l'article 201, je vais vous lire de la Constitution. Tout mandat impératif est nul. Ça veut dire tout mandat impératif est nul. Article 101 de la Constitution. Qu'est-ce que ça veut dire? Un député national, madame, il n'est face qu'à sa conscience et face au peuple à qui il rend compte. Face à sa conscience. À sa conscience et face à son électeur. À son électeur, qui est, je peux dire son chef, entre guillemets, je mets ça entre guillemets, son chef direct, parce que c'est le peuple qui donne mandat. Il a un mandat là-bas et une mission. Pour le coup, eux, ils ont les deux. Et le mandat, ils ont une mission. La mission, ils représentent le peuple. Et dans les prérogatives qui leur sont données par la Constitution, ils ont deux rôles principaux. Légiférer, c'est voter les lois, et contrôler le gouvernement. Surtout dans le contrôle du gouvernement, c'est un échec. C'est un échec. Et qu'est-ce que les députés font? C'est-à-dire ils ont transformé l'Assemblée nationale en Kazian d'Ali Baba. Ils ont transformé le temple, l'Assemblée nationale, en un temple d'un siège de corruption et d'impunité.
il détourne l'article 146 de la Constitution, 147 de la Constitution, c'est-à-dire les moyens de contrôle. Hein. 146 parle de la motion de censure, et 147 parle de la motion de défiance. Ce sont les moyens de contrôle. Lorsqu'on parle de la motion de censure et la motion de défiance, c'est quoi la différence entre les deux? Ce sont des moyens de contrôle. Il y en a d'autres. Il y a la question orale, la question écrite, les commissions, les auditions, etc. Et il y a la motion de défiance. Quand on dépose une motion de défiance, on interpelle, elle vise un ministre, un membre du gouvernement, un ministre ou un vice-ministre. La motion de censure, par contre, elle vise l'ensemble du gouvernement. Et quand la motion est votée, le gouvernement est démissionnaire. Madame Koudoura, c'est tellement important ce que vous venez de dire. La motion de censure vise l'ensemble du gouvernement. L'ensemble du gouvernement. Et la motion de défiance vise un seul membre. Mais à l'égard de notre politique, de comment ça fonctionne, est-ce qu'on a déjà assisté à une motion de censure? Oui, il y avait avec Ilukamba. Tout le gouvernement est tombé. Absolument. Maintenant, là, le problème, c'est que c'était un coup politique, c'était pas un contrôle technique. C'était ça, c'est ça le problème. C'est ça la différence. Oui, parce que c'est pas, si c'était vraiment la redevabilité, ça allait être autre chose. Et là, on était face à un coup. Ça n'a pas été objectif. Exact. Parce que là, l'ancien président a perdu la majorité. Le président actuel avait recomposé sa majorité, et puis le gouvernement est tombé, et on a dû avoir un autre gouvernement. Donc, à ce moment-là, c'était plutôt un contrôle, c'était un coup politique, moi j'appelle ça comme ça, plutôt que véritablement un contrôle technique qui a fait tomber le gouvernement par rapport aux résultats de ce gouvernement-là. En quoi est-ce que ce contrôle est important? Il y a une pertinence. Ah oui, madame, il y a une pertinence du contrôle parlementaire. Dans une démocratie, madame, il y a la séparation des pouvoirs. Et il faut éviter, comme disait Montesquieu, il faut éviter la confusion des pouvoirs. Le pouvoir doit pouvoir arrêter le pouvoir. Voilà comment, en principe, il faut s'arranger pour que chaque institution ait un moyen de contrôle. Et le rôle du Parlement, c'est entre autres de contrôler le gouvernement à travers les mécanismes dont on parle. Et qu'est-ce qui se passe ici? Il y a ce qui est dit la loi, et il y a ce qui se passe en RDC. En RDC, il y a la dictature. Il y a ce que dit la loi. Et ce qui se passe Donc, c'est deux concepts différents. La loi et la RDC. On est toujours hors loi, nous. Donc, il faut qu'on comprenne, il faut contextualiser, prendre la loi d'une part et parler de la RDC qui est un cas. Nous, ici, il y a la dictature des partis politiques. C'est-à-dire que le député national, il est pris en étau entre son rôle que lui donne la Constitution et le diktat du parti politique. Et le problème, c'est que dans l'article 104, je vous ai dit, si l'article 101 dit ceci, tout mandat impératif est nul, madame, j'ai expliqué. Maintenant, l'article 104 dit quoi? Que le député peut perdre son siège s'il est exclu de son parti politique ou de formation politique. Vous voyez? Mais ce que ça veut dire quoi? C'est ça le diktat. C'est ce qui fait plus peur. Mais c'est ça qui fait que ça ne fonctionne pas, justement. Parce qu'un député doit être libre. Un député ne rend pas compte aux partis politiques. Et c'est ça le problème. Vous avez des députés, pour la plupart sont corrompus, madame, j'assume ce que je dis. Mais pour ceux qui sont encore animés de bonne foi, quand il dépose sa motion, par exemple, il est parfois interpellé par son autorité morale. On a vu ici ce qui s'est passé. Celui qui avait déposé pour le cas du VPM ici, il a dit là. Voilà, le député carrément, national. Il était exclu. Moi, je pense qu'il avait même aussi démissionné aussi de son poste. De député? Non. Il a la présidence d'une... Bref, il a reçu des pressions ouais. de sa formation politique. Et normalement, moi je dis, vous voyez, quand on parle de révision plus tard, voilà quelque chose qu'on peut réformer. On ne peut pas accepter, un député par exemple ne peut pas perdre son siège parce qu'il a été exclu, par exemple, d'un parti politique. Parce qu'il ne doit pas son siège, son mandat à un parti député politique. national ne peut pas perdre son siège parce qu'il est exclu de son parti politique. C'est ma position. Dès lors qu'il est redevable au peuple, qui est son électeur. Celui qui mandataire. Qui lui donne, celui qui lui donne le pouvoir. C'est le mandant, celui qui donne mandat, c'est lui, et il répond en fait, il représente les intérêts du peuple. Alors parce que le problème ici, il faut qu'on comprenne la dictature des partis politiques. Certains députés sont liés par ce diktat-là. C'est-à-dire que comme aux élections, comme on parle de moi-même, je suis une ancienne candidate, madame, qui vous parle ici. C'est le regroupement qui vous aligne, ou le parti qui vous aligne.
n'est-ce pas? Ils vous alignent. Et quand vous arrivez là-bas, vous êtes élu sur telle formation politique. Et quand parfois vous êtes exclu, je sais pas, carrément, vous pouvez même perdre votre siège. Mais c'est une aberration. Parce que ça rentre en contradiction avec l'article 101, justement. Article 101 et 104. Tout le monde, oui, article 101 et 104. Parce qu'un député, madame, quand il est élu, il rend compte. Je vous l'ai dit, il doit être face à sa conscience, c'est le peuple. Et ce n'est pas normal que les députés même monnaient. Parce que ce qui s'est passé ici, par exemple, il a reçu des pressions comment? Parce qu'on a dit non, il n'avait pas consulté sa formation politique, etc. Et or, le problème de l'Assemblée nationale, souvent, même les moyens de contrôle sont détournés, sont monnayés. On a des motions chantage. On a des motions raquettées. Raquetter, ça veut dire, vous déposez une motion dans l'espoir que le ministre, contre qui la mission est visée, vous rappelle et vous arrose et tout ça. Voilà ce qui se passe sur l'Assemblée nationale. C'est pour ça que je dis l'Assemblée nationale fait la honte. Parce que c'est le siège même de la démocratie. Et dans les prérogatives qui lui sont données par la Constitution, le contrôle, quand vous tuez ces motions-là, vous tuez la démocratie et vous renforcez du coup la dictature de l'exécutif. Ça veut dire que les ministres ne rendent plus compte. Madame, le gouvernement est investi à l'Assemblée nationale. Ils sont responsables là-bas devant l'Assemblée nationale. Voilà comment les députés font le contrôle. Maintenant, quand les députés aussi monnaient maintenant, c'est-à-dire c'est la corruption maintenant. Légalisé. Oui, parce que ce sont eux qui sont en train de légiférer des lois. Ils légifèrent, ils monnaient. Et donc, le contrôle ne se fait plus. On a maintenant certains ministres qui sont intouchables, qui ne répondent jamais de leur gestion. Or, nous, la population, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. On aimerait pouvoir les entendre. Et quand on interpelle un ministre, ce n'est pas pour couper sa tête, madame. Il est en charge. Il n'est pas ministre de sa chefferie. Il n'est pas ministre du cas. Il est ministre de la République. Il a en charge la sécurité. Il a en charge le travail, l'emploi des gens. Il a en charge l'économie du pays. Il a en charge les PME du pays. Bon, maintenant, vous voulez qu'on les interpelle pas, qu'on ne pose pas des questions comment? Vous voyez? Et les députés participent à ça, madame. L'Assemblée nationale, c'est maintenant le siège, comme je dis, du détournement, de la corruption plutôt, et de l'impunité, parce qu'ils se protègent entre eux. Et donc, ils trahissent en fait le peuple, hein, parce que leur mandat, il vient du peuple. Ils trahissent le peuple. Et c'est là où maintenant, moi, je parle maintenant aux Congolais en disant, nous avons une responsabilité, nous aussi, le peuple, madame. Parce que les gens qu'on a mis là-bas... comment le faire, Madame Koudoura? Sanctionner lors des élections, oui, justement. Oui, justement. Parce que nous aussi, il y en a de ceux-là qui sont sanctionnés lors des élections. Mais dans l'entretemps, dès lors que le gouvernement... Madame, nous, le peuple, on a un problème. On est un peuple de sentiments. Autant moi, je fustige toujours certains de nos politiques. Nous aussi, le peuple, on a une responsabilité dans le malheur qui est nôtre. Comment nous, on vote? On vote tribu, on vote sentiment, on vote sac de riz, on vote t-shirt, un pagne, des choses comme ça. Et après, vous voyez maintenant les conséquences. On vote la réfection des écoles, voilà. La construction de routes, la pose des ponts. Or, ça, ce n'est pas le travail d'un député, madame. Hein. Ça, c'est le gouvernement. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu que les députés fassent leur travail pour pousser le gouvernement à avoir un résultat, eux ne le font pas. Maintenant, ils vont se substituer au gouvernement à travers des fausses promesses lors des campagnes électorales en disant on va vous faire des ponts ici, des stations de potabilisation d'eau là-bas. Ce n'est pas le travail des députés, madame. Lisez la Constitution. Nulle part un député va aller faire de... Ça se passe sous d'autres cieux? Jamais. Jamais de la vie. Un député, construire une route, ce n'est pas sa responsabilité, c'est le gouvernement. C'est le travail du gouvernement. Eux ont le rôle de contrôler l'action gouvernementale, interpeller. La Constitution leur donne les moyens de contrôle. Vous interpellez, madame le ministre. Madame, je vous prends le cas, nous parlons du problème de la sécurité ici. Moi, je ne comprends même pas comment les ministres refusent d'y aller. Parce que moi, à la place, je suis ministre, je ne peux pas, c'est mon rôle. Donc moi, je vais seulement être ministre pour les privilèges. Mais c'est mon devoir, je dois aller expliquer. Je gère la sécurité la sécurité du pays, par exemple. Maintenant, il y a des problèmes qui se posent ici à Kinshasa. Le problème de la sécurité. Dans toutes les communes, madame, même chez nous, à Mongafula, même chez nous, à Delvaux, là-bas, moi, je ne suis pas loin. L'autre fois, je passais, il y avait un braquage à ciel ouvert en plein après-midi. Il y a des kidnappings, n'est-ce pas? Il y a le phénomène de Koulounet. Tout ça, on ne va pas en parler. Vous allez rester dans votre bureau et vous dites que vous êtes ministre parce que vous avez peur, parce que vous ne savez pas défendre votre bilan. Non. C'est ça la responsabilité. Donc, le pouvoir, la responsabilité va avec les privilèges. Ça, tout le monde veut. Mais les devoirs, la Constitution, ils sont investis à l'Assemblée nationale, madame. Ils doivent répondre là-bas. C'est ça la symbolique. Mais pourquoi cette complaisance dans l'exercice de ce rôle, dans l'exercice de leur travail? Elle vient de la complicité des députés, madame.
faut le dire. Cette assemblée, elle fait la honte. Elle fait la honte, madame. Comment vous arrivez à monnayer des gens des responsables de famille, vous mettez une signature, vous la retirez? Ça, c'est quelque chose. Voilà, encore, il faut interdire ça. Comment vous retirez? Et qu'est-ce qui a motivé votre retrait là? Qu'est-ce qui a motivé ce retrait? Vous voyez, c'est la honte. Et tant que les institutions... Voilà, moi, à un moment donné, j'avais même proposé qu'on supprime l'Assemblée nationale. Je ne vois pas le rôle. Quel est l'impact dans la vie des Congolais? Demandez, moi, si vous me demandez quel est l'impact de l'Assemblée nationale dans ma vie, 0. Et tout le monde va vous dire 0. Mais or, l'Assemblée nationale, madame, c'est une institution extrêmement importante parce que c'est elle qui joue le contre-pouvoir. Elle est aussi budgétivore. Oui, déjà. Pour quel travail? Ils sont payés la moitié de l'année, madame, déjà pour commencer. Et même le peu de travail qu'on leur donne. Après 3 mois, c'est les vacances. Après 3 mois, c'est les vacances. Après 3 mois, c'est les vacances. Ils travaillent 6 mois l'année, madame. 6 mois, ils sont en congé. Ils sont gracieusement payés. Incapables de faire un contrôle, ils aiment tellement l'argent. Moi, vous savez, madame... Il y a quand même beaucoup de choses qu'il faille réviser dans cette constitution. Oui, il faut trouver le bon moment. Pour le moment, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Mais c'est juste pour mettre la lumière sur la dictature des partis politiques et les députés trahissent leur mandat. Au lieu d'écrire dans l'article 104 que le député peut perdre son siège s'il est exclu, par exemple, du parti politique, il faut dire que le député perd son siège quand il trahit son mandat. Il doit le perdre. Parce qu'il a trahi sa mission. Il a trahi sa mission, madame. Vous élisez votre député là-bas pour représenter votre circonscription. Quand il y a des problèmes, parce que dans les problèmes de la sécurité, plusieurs communes sont concernées. Donc, il y a les électeurs de Tchangou là-bas, il y a les électeurs de, je ne sais pas, de Funa là-bas, il y a des électeurs d'un peu partout. Ces députés-là qui sont là doivent poser le problème. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? La population là-bas souffre. Parce que ce n'est toujours pas peut-être... Bon, c'est vrai que c'est... Ce n'est pas pour couper les têtes des gens nécessairement. Mais peut-être que vous avez des réponses qu'il faut donner. Mais c'est ça. Ou soit qu'aux choses idées jaillit la lumière. Dans un débat, on peut aussi vous proposer la des choses. gestion, madame. Ils sont liés par une obligation de résultats. Ils doivent apporter ils ont des les résultats. moyens. Et ils ont les moyens. Et les pouvoirs publics ont toujours les moyens. Toujours. Et on ne va pas maintenant vous interpeller parce qu'au nom de quoi? Au nom de partis politiques. Mais non, justement. Et c'est ça le mauvais rôle des partis politiques chez nous, parce que on les tient en laisse parfois. Tu veux initier comme ça, alors tu n'as pas consulté. Ou bien les mêmes partis là font des au motions. Nom de la loyauté, oui, des choses comme ça. Ou parfois ils font des motions comme chantage, moyen de pression. Oui, parce que là quand même, il y a beaucoup de cas dans ces sens qui sont signalés. Qui sont signalés, des pressions, des raquettes. Lorsqu'ils sentent que les poches sont un peu vidées, là, on essaie un peu de... C'est le langage qui se dit. Exactement. Et il n'y a pas de sanction par rapport à ça. Vous voyez, le problème du pays, c'est la sanction. C'est la sanction. Un député qui s'adonne... Et le ministre qui, tremblant, oui, voilà, se laisse faire. Mais lui aussi, le ministre, il tremble. Mais il peut aussi porter plainte. Ça peut aussi constituer un acte, un fait infractionnel, inciter, créer cet alibi-là pour pouvoir se faire ils ne le feront pas parce qu'ils ont trop payer, quoi. C'est les intérêts d'abord. Ça sera beaucoup plus facile pour lui de donner une enveloppe et puis on telle affaire et puis c'est fini. C'est ça. Le problème du Congo, c'est nous trahissons, madame, nous trahissons notre pays tous les jours. C'est ça le problème du pays. Et tous les problèmes que nous avons, même spirituellement, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. Parce qu'on n'a plus de conscience ici. Devant l'argent, madame, les hommes, souvent, les hommes traitent les femmes de filles, de tous les noms d'oiseaux. Mais ce que les hommes font, contre ce pays, c'est terrible. Pour de l'argent, ils sont prêts à vendre dignité, crédibilité, tout. Ce n'est pas leur problème. Quelqu'un qui va les criminels en col blanc, comme on l'appelle. Bien évidemment. Et eux font beaucoup plus de mal au pays que quelqu'un qui vole un pain. Je suis désolée, madame. Parce que eux, en faisant ce qu'ils font, ils volent le pays, ils volent l'avenir du pays. Nous devons penser à l'état dans lequel nous allons laisser le pays avec des motions alimentaires. Madame, je vous prends le cas du ministère de la Jeunesse ici. À part même, le contrôle est important. Pourquoi? Il y a le problème de la sécurité. Tout le Congo a tous les problèmes. Prenons seulement... Vous avez déjà vu le ministre du Travail venir s'expliquer un peu? Dans un pays, il y a 80% de chômeurs comme ça. Chaque remaniement, les ministres du Travail vont entrer comme il est sorti. On n'entendra jamais. Pourtant, il y a beaucoup de problèmes dans ce secteur. Ici, 80% des gens est au chômage.
Mais est-ce qu'on a déjà pensé à faire venir le ministre du Travail? Madame la ministre de la Jeunesse, parce que les jeunes, là, parce qu'on peut même se poser la question, est-ce que le ministère de la Jeunesse, est-ce qu'il y a un impact aussi dans la vie des Congolais? Je dirais non. Parce que les jeunes ne sentent pas réellement l'impact de ce ministère. Mais pourtant, il est opportun, à mon sens. Parce que les jeunes ont des problèmes spécifiques. Et puis, vu le nombre, enfin, vu la population qui est à 80% de jeunes, composée des jeunes, c'est important d'avoir un ministère de la jeunesse. Mais le problème de la jeunesse, c'est le problème du travail. Les jeunes n'ont pas de travail, madame. Donc, même Madame la ministre, moi je n'ai rien contre elle. Alors, si vous évoquez, il faut qu'elle Madame passe là-bas. Donc, c'est comme si c'est alors tous les ministères qui doivent répondre devant l'Assemblée nationale. Mais pourquoi pas? Même, soit ils viennent individuellement, ou c'est Madame la Première ministre qui vient s'expliquer. Pour tel, c'est au nom du gouvernement, voilà les actions. Parce que les jeunes, madame, moi je suis jeune, maman. Vous avez probablement, vous êtes mère de famille. Les jeunes ont des stress, ils ont des préoccupations, ils ont des angoisses. N'est-ce pas? Ils finissent des études et les universités déversent autant de chômage des chômeurs en perspective, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, quand vous avez un ministère important comme le ministère de la Jeunesse, et cette jeunesse, elle est plurielle d'abord, madame, pour commencer, jeunesse rurale, paysanne, jeunesse ouvrière, la jeunesse est partout en RDC, dans tous les domaines. Madame la ministre de la Jeunesse, avec le ministre du Travail, doivent pouvoir venir expliquer, parce que c'est une coordination. Le problème du ministère de la Jeunesse, il n'y a pas de contenu. Je ne sais pas si vous comprenez quand je dis ça. Il faut lui donner un contenu. Qui doit lui donner? Non, le ministère lui-même n'a pas un contenu. Il faut rattacher ce ministère-là au ministère du Travail. C'est-à-dire jeunesse, emploi et travail, PME. Parce que c'est là-bas qu'il y a du travail. On peut trouver du travail pour les jeunes dans le ministère des PME, n'est-ce pas? Même au développement rural. Parce que je l'ai dit, il y a une jeunesse rurale, paysanne, dont on ne parle pas. Il faut rattacher. Le problème de la jeunesse, il faut les rattacher à ces ministères-là. Autrement dit, madame, pour qu'il y ait un impact réel dans la vie des jeunes, n'est-ce pas? Contrairement à ce que madame la ministre fait, là, elle part là-bas, elle va à New York et tout. Moi, je suis une ancienne diaspora. Ça n'a aucun impact. Le problème de la diaspora, c'est qu'ils ont besoin de vous rentrer un jour chez eux. Mais les conditions doivent être favorables. Exact. Donc, il faut travailler ici. Ça ne sert à rien qu'on te voit à New York, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est ici. Sillonner tout le pays. Aller au Congo profond, rencontrer les jeunes là-bas. Parfois, on n'a pas forcément non plus... Madame Koudoura, vous parlez tellement bien, vous en portez tellement, je me dis, les communs de mortels diraient, français a bien. Mais dès lors que Baropé Sayo poste, dès lors qu'on vous confie un poste ministériel, tout ça, ça bascule. Et c'est comme ça parce que on en a vu de gens qui ont vendu en tout cas des rêves aux Congolais. Et dès lors qu'ils sont investis dans le pouvoir quelconque, c'est là qu'ils évoquent des raisons politiques qui n'ont pas eu des mains libres pour exercer comme il se doit. Comment ça? D'abord, madame, moi j'ai évolué, j'ai étudié à l'étranger. J'ai vu, c'est-à-dire moi j'ai grandi dans un environnement où le pays marche. Vous payez vos taxes, les routes, vous voyez des routes. Tu prends ton train, tu prends ton bus, tu vois l'État, tu peux palper. L'État, l'autorité de l'État, tu la palpes comme ça tous les jours. Moi, j'ai grandi, j'ai été formée par ces gens-là, j'ai grandi comme ça. Moi, j'ai l'amour du pays. Et vous verrez le jour où vous verrez. Vous verrez. Moi, ce qui me dépasse, c'est-à-dire que même ceux qui ont grandi comme moi dans cet environnement-là, comme vous dites, une fois qu'ils sont là, je ne sais pas. C'est comme si on les a déprogrammés, ils ont perdu les gens qu'on croyait intelligents une fois qu'ils arrivent aux fonctions. Donc, c'est ce que je disais, pour l'argent, il y a un problème d'éthique. Parce qu'il n'y a pas que les compétences, il y a l'éthique aussi. Vous serez aussi capable aujourd'hui de pouvoir rendre les tabliers au cas où on vous confie une charge et que dès lors que vous êtes là, vous dites non, dans un environnement comme celui-ci. Pourquoi pas? Je ne vais pas continuer, je rends les tabliers. Pourquoi pas, madame? Parce que personne n'est éternel, personne ne sera éternel. Un poste politique, même si vous faites carrière, vous finirez par partir. Je ne vais pas aller jusqu'à mes 60 ans là-bas. Je viens pour un mandat ou une mission précise, je fais ce que je peux. Les Congolais vont applaudir, ils ne vont pas applaudir. Mais au moins, je me serais dit, j'ai fait ce que j'ai donné le meilleur de moi-même. Et puis, je vais utiliser tout ce que j'ai appris. N'est-ce pas? Long de mon parcours, j'ai le génie politique. Je sais qu'ici, je peux... On ne peut pas tout résoudre. On ne demande pas aux gens de tout résoudre. Ce n'est pas possible, madame. Mais comme la volonté, il y a un problème de volonté qui se pose ici. On n'a aucune volonté d'arranger. Aucune.
Je disais ici, Madame la ministre, de la jeunesse par exemple, Madame, pour que les jeunes sentent l'impact de ce ministère-là, c'est la coordination de tout un gouvernement. C'est la coordination de tout un gouvernement. Parce que le travail, ministère du Travail notamment, parce qu'à l'Assemblée nationale, si on interpelle Madame la ministre de la Jeunesse, on va lui dire combien de jeunes, combien d'emplois, par exemple, vous avez promis, hein, par exemple, pour les jeunes. Combien a été décaissé déjà? Ce sont des questions qu'on doit poser pour que les jeunes puissent se situer. De manière permanente. Mais oui, pour que les jeunes se situent. Et ça, elle le fait pas seule non plus, avec son collègue ministre du Travail, avec son collègue ministre du DPME, si on peut bien avec son collègue ministre du Développement rural, même de l'économie, parce que le pouvoir d'achat, madame, ça dépend de l'économie du pays. Si on peut bien comprendre ce que les députés nationaux ne comprennent pas, ne mesurent pas l'ampleur du travail qui les attend, en fait. Si. Ils contribuent. Ils ont un pouvoir incontournable. Ce sont des chouchous. Moi, ils pouvaient faire booster les choses, ils pouvaient faire avancer les choses au pays si ils étaient, en tout cas, je me dis, je parle au conditionnel, s'ils étaient sérieux dans l'exercice de leur rôle, dans l'exercice de leur mission. Exactement. Ils auraient toujours des ministres à convoquer pour pouvoir les entendre. Exactement. Et lorsqu'on convoque, on peut comprendre. Et tiens, la personne va se dire, j'ai été convoqué, je dois donner mes moyens de défense. Absolument. Et donc, je suis contrôlé. Exactement. Et ce contrôle-là, c'est un garde-fou. C'est ça que je dis, le contre-pouvoir, c'est ça. Parce que c'est cette pression-là qui va obliger le gouvernement à travailler. Exact. À avoir des résultats. En termes le problème de chômage des enfants, de nos enfants, des jeunes et tout ça. Il faut bousculer le gouvernement. Comment ça? Vous votez des budgets, tout ça. Et après, on ne sait pas c'est exécuté à combien d'emplois ont été créés, combien a été décaissé, on ne sait rien. On se réveille demain, après-demain, il y a remaniement. Voilà. Et il y en a de ceux-là qui attendent d'être reconduits. Pour quel résultat? Ils veulent être reconduits pour quel résultat? Je dis au président de la République, il faut que le président de la République, s'il nous écoute aujourd'hui, il doit être conduit. Ses choix doivent être conduits par les résultats. Ceux qui peuvent lui amener des résultats, madame. Parce que tout ça va tomber sur sa tête. C'est son leadership. Parce que quelqu'un a dit, ce n'est pas celui qui est nommé, mais celui qui nomme. On peut discuter, effectivement. Parce que si quelqu'un n'est pas à sa place, madame, à quel résultat pouvez-vous vous attendre? Vous avez des ministres affairistes. Tout ce qui les intéresse, c'est d'être les voisins de Kardashian. Bon, moi, je ne sais pas. Quel résultat on va s'attendre à ça? Avec les défis de notre pays. Et quand vous voyez ce qui se passe sur la scène internationale, la position géostratégique du Congo, 9 pays voisins, est-ce que nous avons le temps d'être distraits, madame? Un petit pays de rien du tout, qui a la taille, la densité d'une de nos provinces, la plus petite province du pays, vous avez 30 ans de problème. 30, madame. La densité, 27 000 km². Équivalente à une de nos plus petites provinces ici au Kasaï. Terminé. Et ça fait 30 ans. Un pays qui peut être une tâche dans la carte. N'est-ce pas? 30 ans de problème. Mais là, on parle des multinationales. Là, on oui, parle. Mais ça, là c'est quand même une question complexe, madame. Ce n'est pas une question complexe. Oui, non, vous parlez des 30 ans. Vous parlez des 30 ans, oui. Mais pourquoi ça dure? Pourquoi on n'est pas en mesure de le faire? Ça dit qu'il y a d'autres raisons qui peuvent aller au-delà. Mais les autres paramètres aussi, c'est parce que si on est aussi affaibli sur le plan international, c'est parce qu'il y a des traîtres à l'intérieur. C'est ça le problème. On est bouffé de l'extérieur parce que nous sommes bouffés de l'intérieur. Tous les problèmes que nous disons, nous sommes bouffés de l'intérieur. Comment voulez-vous qu'on avance? La position géostratégique du Congo, madame, nous sommes au centre de l'Afrique, 9 pays voisins. Les richesses nationales que nous avons ici, aujourd'hui on nous fait la guerre pour les minerais, demain ça va être pour l'eau, demain ça peut être pour la forêt, ça peut être pour toutes nos richesses, peu importe. Donc, on n'a pas le temps d'être distrait, madame. Si déjà un pays nous a mis à genoux comme ça pendant 30 ans, et si les 8 autres le faisaient, on fait comment? On va disparaître. Donc aujourd'hui, Madame Koudoura, vous interpellez les députés à jouer véritablement leur rôle. Que diriez-vous aujourd'hui à ces électeurs qui n'ont plus au fait confiance, vous l'avez soulevé dans une certaine mesure, les sanctionner de la manière la plus sévère aux prochaines élections et à mieux voter. Qui vont revenir. C'est vrai, ils disent qu'ils votent, mais il y a aussi un problème au niveau de la centrale électorale, il y a aussi une autre censure de ce côté-là. D'accord, mais parce qu'il y a des électeurs qui votent leur candidat, mais au finish, c'est les listes des partis politiques, c'est le seuil, c'est tout ça là. On se dit, bon, est-ce qu'on pourra encore faire confiance? Je vais choquer, hein, mais nous sommes responsables de notre souffrance. Ok, moi j'ai voté X. N'est-ce pas? Et puis, on se rend compte que dans l'Assemblée nationale, 70%
Les personnes qui sont là, ce sont les personnes qui ont été nommées. Nous tous, nous savons qui nous avons voté, n'est-ce pas? Quelle est la réaction de la population face à la tricherie, par exemple? Rien. La complicité. Voilà. Madame, il y a un adage qui dit, ce qu'on ne change pas, on l'a choisi. On choisit notre condition. Nous tous, nous savons que ça, là, ce n'est pas ce que nous avons. Parce que ce sont nos représentants. Pour la plupart, ils ne sont pas nommés, ils n'ont pas été votés, ils ont été nommés. Nous, nous savons. Est-ce que nous avons réagi par rapport à ça? Il faut être un peuple, pas une population. Il faut être un peuple, madame. La Constitution nous donne déjà tous les moyens. Nous devons être un peuple. Et être peuple, ce n'est pas l'incitation. C'est pouvoir réagir face à tes intérêts. Tu sais que la personne qui est passée là-bas ne représente pas tes intérêts. C'est ça la différence. Mais oui. Qu'il faille faire entre inciter à la haine et exercer son droit. Il n'y a pas d'incitation. Exactement. Il n'y a pas d'incitation ici. C'est quand même complexe, non? Non, ce n'est pas complexe. Moi, je ne suis pas en train d'inciter. Je dis, un peuple vit. Un peuple doit être conscient. Parce que la politique... C'est la politique qui régit la vie des Congolais, madame. C'est eux qui sont responsables d'organiser notre vie. Donc, on doit être regardant. Parce que là, maintenant, vous voyez maintenant les conséquences quand elles arrivent. Et ils vont tous disparaître, je vous dis, madame. Ils vont disparaître. Ils vont tous se tailler. Si même il y a un autre venait, ils n'auront aucun mal à traverser. Ils s'en foutent. Eux, c'est l'argent, c'est tout. C'est tout ce qui les intéresse. Et voilà des gens comme ça qui nous représentent. Vous voyez? Donc nous aussi, nous avons une part de responsabilité là-dedans. Dans la complaisance, on laisse faire, on ne réagit jamais, on est seulement là, Dieu va faire, ou je ne sais tout là-bas, on a mis sous boyer, ou bien je ne sais pas. Et dans l'entretemps, on se plaint. Et entre-temps, alors si on ne veut pas changer, on ne se plaint pas. C'est tout. Votre mot de la fin, Madame Koudora. Notre mot de la fin, c'est nous en interpellons les institutions. Le président de la République, comme je l'ai dit, nous le soutenons, nous voulons que son leadership rayonne davantage, mais il doit être regardant sur le casting, madame, c'est important, parce qu'il est le garant de la bonne marche et du respect de la Constitution. Donc là où les collaborateurs, que ce sont les autres institutions, même si la séparation des pouvoirs, par exemple pour le cas du gouvernement, il est nomme quand même si c'est un pouvoir différent. Donc les animateurs là-bas, quels sont les critères quand vous les mettez là-bas? Et il ne doit être guidé uniquement que par le résultat que cette personne peut lui donner. Et aux autres institutions, moi je ne sais même pas qu'est-ce que je peux dire. Parce que l'Assemblée nationale, là, pour moi il fallait la supprimer même cette Assemblée. Elle ne sert à rien. Elle coûte énormément. On la supprime, comment on va contrôler l'action du gouvernement? Moussa a fait comment? Moussa a fait comment? Si elle doit rester, elle doit servir de contrepoids réel. Parce que c'est une institution extrêmement importante. Maintenant, regardez sous d'autres cieux en France. Combien de fois Macron a dû nommer un Premier ministre? C'était le travail de l'Assemblée nationale. Mais nous, ici, on ne sent pas parce que nos députés sont pour la plupart des corrompus. Donc voilà, moi, j'essaye du mieux que je peux à apporter une contribution constructive, madame. Je critique, mais c'est pour le rayonnement. C'est pour que le pays aille de l'avant et puis pour le rayonnement du président. Et j'essaye du moins d'être la plus objective possible parce que c'est ça, à mon avis, qui va aider le pays et le président de la République. Vous critiquez, mais vous restez justement dans les textes. Parce je reste dans les textes, je reste technique, technique, exactement. Absolument. Exactement. Absolument. Merci beaucoup, Madame Merci Koudora. beaucoup à vous de me recevoir. Et puis, tous les jours, je fais un podcast, Cynthia Koudora sans filtre, et j'aborde toutes ces thématiques-là. Et j'invite vraiment, peut-être pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, de me suivre parce que nous abordons, je fais des lives là-dessus et je demande aussi aux Congolais de participer pour donner aussi leurs idées, voilà. Le message est passé sur Congo 26 Télévision. Mesdames et messieurs, je rappelle que je recevais pour vous Madame Cynthia Koudora, qui est femme politique, mais également juriste des formations. Avec elle, nous avons parlé de l'opportunité ou non de la révision ou du changement de la Constitution, mais également le rôle d'un député national. Aujourd'hui, est-il libre ou a-t-il les mains liées? Vous l'avez entendu, c'est son analyse. Je vous laisse suivre la suite de programmes sur Congo 26 Télévision. Je dis merci à Valdi qui a été derrière la caméra et à tous ceux qui nous suivent au travers les 26 provinces de la République, ici en RDC et partout ailleurs au monde. Je prends rendez-vous avec vous pour le prochain numéro tout prochainement. Au revoir. Merci beaucoup.